l'occasion de présenter dans ce Grand 8 tout ce que vous avez à faire cet été en Savoie-Mont-Blanc. Bien sûr, découvrir les paysages, admirer aussi tous les événements, festivals, événements sportifs et aussi parfois prendre le temps de voir ces belles expositions culturelles. C'est le Grand 8, juste après le générique. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce Grand 8. Nous sommes à Saint-Gervais. Bonjour Jean-Marc Peyex. Bonjour. Très belle maison juste derrière moi. C'est d'abord un bâtiment qui vient d'être rénové. On y fait quoi dedans ? Alors on y fait plusieurs choses. C'est d'abord un lieu de vie. Et la Haute-Savoie, la caractéristique de la Haute-Savoie, c'est que tout est bâti autour de la vie, autour de l'histoire et autour du respect de ce qui s'est fait dans le passé. La maison forte de Haute-Tour est une maison forte qui a été réhabilitée pour y faire cohabiter et les guides, puisqu'on en a fait une maison transfrontalière des guides avec nos amis du Val d'Aoste, avec Courmayeur, et puis une maison des arts et des artistes où on accueille des artistes en résidence. 204 000 € ont été financés par le département de la Haute-Savoie. Alors, précisément, une grande partie bien sûr pour le bâti, mais aussi pour la résidence d'artistes. On en parlera dans quelques instants. Moi, je vais présenter Claude Giroux. Merci d'être avec nous. Bonjour à tout le monde. Voilà, conseiller spécial au conseil départemental de la Savoie. Aussi un fan d'art et d'histoire. C'est aussi une passion que vous avez, les belles pierres. Oui, alors on a de la chance de se retrouver à Saint-Gervais avec cette réhabilitation modèle. Ce matin, je faisais le tour et je voyais que ceux qui ont rénové ce bâtiment sont des professionnels spécialisés et on a la chance d'avoir pu réhabiliter ce bâtiment grâce à des aides qui sont venues de l'Europe, qui sont venues des départements et autres. Et je crois que c'est un atout pour le développement touristique de notre Savoie. Alors c'est vrai, cette chance d'avoir ce bâti, de le sauvegarder, d'en faire des choses et surtout de l'ouvrir à tous les publics. Merci beaucoup Paul Mermillot d'être avec nous. Vous êtes premier adjoint au maire de La Clusaz. On va découvrir en images un projet qui est à la fois très différent et très similaire à celui-ci. On réhabilite une maison qui a son histoire à La Clusaz et on y fait aussi un hommage au patrimoine local. Bonjour. Oui, on a voulu faire un pôle patrimonial parce que dans ce lieu dit Pont de la Scie, il y a existé déjà une ancienne scierie qui a été réhabilitée, 2 greniers et un four à pain. Donc on a profité de ce bel emplacement pour réaliser ce qu'on appelle le hameau des Alpes. Le hameau des Alpes, c'est également une ancienne ferme qui a été déplacée et qui a été reconstruite à l'identique et qui sera occupée et qui est occupée par le syndicat interprofessionnel du Reblochon fermier qui valorise et présente notre produit. Est-ce que le fait de retrouver l'identique de l'histoire est une préoccupation que vous partagez, Jean-Marc Peyex, Claude Giroux, ou est-ce qu'on a quand même une libre interprétation de faire autre chose de ces bâtiments qui portent aussi le poids de l'histoire ? Alors les faire vivre avec effectivement la vie et les habitants d'aujourd'hui, bien évidemment, mais ça ne peut se faire que dans un cadre respectueux. Je pense que on doit à chaque fois non pas faire un décor de théâtre, mais on ne doit pas faire un Disneyland. On doit être fier de nos racines et on doit être fier de ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés. Parce qu'il faudra que ceux qui nous suivent soient fiers de ce qu'on aura fait. Donc on sait le faire en Savoie et en Haute-Savoie. On sait justement faire vivre des lieux en les respectant, mais en leur donnant aussi d'autres fonctions, d'autres moments. Et justement, ce lien intéressant, on vient de le voir en image avec les producteurs de reblochons de La Clusaz, Claude Giroux, d'avoir le soutien d'une association locale ou d'un groupement professionnel que l'on met et que l'on colle dans un habitat rénové, ça matche forcément. Vous savez, le dynamisme local vient uniquement des élus locaux ou des associations, des hommes et des femmes qui veulent mettre en avant leur patrimoine ou des activités propres. On ne peut, nous, au niveau du département, mais même au niveau de la région ou de l'Europe,
que soutenir des actions qui sont portées au niveau local. Et moi, je me réjouis qu'ici, au niveau local, des hommes et des femmes aient mis en avant ce projet et que l'on ait pu le soutenir. Mais un point qui est important, je crois que les Savoyards ne se rendent pas toujours compte, d'abord que le tourisme est une locomotive économique et que deuxièmement, au niveau de l'histoire, il y a 1 million de visiteurs des musées par an et on pense toujours, lorsqu'on est savoyard, au tourisme des montagnes, bien sûr, mais on pense au tourisme de l'hiver en particulier, alors que l'été représente un tiers des nuitées, et cela représente 20 millions de nuitées par an dans notre département. Vous avez raison de le signaler. Alors quand je dis dans notre département, vous me comprenez, moi je suis personnellement très attaché à un département qui regroupe les 2 départements actuels. Alors quand je dis notre département, c'est bien sûr notre département Savoie-Mont-Blanc. Alors on va découvrir la vidéo de promotion justement de ce que fait aujourd'hui Savoie-Mont-Blanc grâce au financement du Conseil Savoie-Mont-Blanc, l'union des 2 départements. Vous êtes également, Jean-Marc Payex, vous, vice-président chargé du tourisme. Le lien tourisme-montagne est évident. Il est évident. Et puis, la montagne, ce sont aussi les lacs, par exemple, parce que on n'a pas la mer d'un côté, la montagne de l'autre. On a réellement un territoire qui est varié, que ce soit la Savoie ou la Haute-Savoie. On a cette caractéristique d'avoir un territoire qui sait tout concilier et tout offrir. Il n'y a pas des segments. Donc notre département, effectivement, il est riche et nos départements sont riches. Alors c'est sûr qu'il y a des sites extraordinaires. Vous êtes également conseiller départemental de ce canton de Saint-Gervais-Chamonix et vous avez notamment la gestion des 2 trains exceptionnelle promotion du territoire, celui du Mont-en-Vert. Il y a un grand programme de réhabilitation qui va être dévoilé la semaine prochaine du site de la Mer de Glace. Et il y a un autre train que moi j'adore, qui passe juste derrière la maison de Haute-Tour, qui est le plus haut d'Europe. C'est le fameux TMB qui monte jusqu'au Nid d'Aigle. C'est une propriété du département de la Haute-Savoie. Alors les 2 sont des propriétés du département de la Haute-Savoie, le Mont-en-Vert à Chamonix et le tramway du Mont-Blanc à Saint-Gervais. Ils sont complètement différents. Il y a quelque chose qui les réunit, c'est une voie métrique, une crémaillère et des trains qui sont nés à peu près en même temps, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Par contre, il y en a un qui amène à la Mer de Glace et qui a un parcours plus court. Et on est donc dans un site qui est plus proche de l'urbanisation, avec il y a un hôtel qui s'est construit. Et l'autre qui est plus nature encore. Et l'autre qui est beaucoup plus nature, d'abord parce que il fait 12 km, c'est-à-dire à peu près 3 fois la longueur du Mont-en-Vert, avec moins de motrices aussi. Donc on arrive dans un endroit au pied d'un autre glacier, qui est le glacier de Bionasset, qui descend et qui coule aussi du sommet du Mont-Blanc, mais dans un site qui est beaucoup plus nature. Et là aussi, le département a mis énormément d'argent puisqu'on est en train de réhabiliter complètement la voie pour plus de 20 millions d'euros. 20 millions, c'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi montrer que nos départements sont attachés à faire vivre et à donner une nouvelle jeunesse à ces équipements. Oui, c'est vrai. Paul Mermillot, même chose, la valorisation du reblochon. Je prends ce clin d'œil parce qu'on a malheureusement vécu 3 débuts d'hiver sans neige et on a vu tous ces touristes qui sont allés dans les fermes, notamment chez vous, de la Clusaz et des Aravis plus globalement, et qui ont été accueillis par les différents agriculteurs. C'est aussi une activité pour pallier ce manque de neige au début de saison. Oui, ça est très important et aussi l'accueil des agriculteurs pour les touristes, c'est aussi un complément indispensable pour notre tourisme parce que nous, notre montagne sans l'agriculture ne serait plus ce qu'elle est actuellement. Et nous avons la chance d'avoir pas mal d'agriculteurs qui exploitent encore ce paysage merveilleux et qui contribuent à maintenir en l'état. C'est très important. Alors, on va voir justement ce clip de promotion de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Vous allez retrouver d'ailleurs tout ça, quelques images de train, quelques images de lac, ce patrimoine qui est omniprésent, et bien sûr cette montagne habitée avec des vrais gens dedans. Bienvenue en Savoie-Mont-Blanc.
7,56 millions d'euros pour faire cette promotion internationale des Savoies. Vous l'avez compris, ce n'est pas uniquement que le ski, ce n'est pas que l'hiver, ce n'est pas que la Tarentaise, c'est un ensemble de territoires. Bien sûr, le ski, bien sûr, nos stations extraordinaires, mais aussi tout ce que vous voyez autour de nous. Et c'est vrai, Jean-Marc Peyex, que la réhabilitation de ce bâti, c'est aussi l'occasion de célébrer le tourisme aux 4 saisons. Moi, ma saison préférée, c'est l'automne. Et c'est justement quand on vient découvrir tout ça et on peut aussi s'approprier un peu ce patrimoine. Il faut se l'approprier. Nous, on est allé on a poussé le raisonnement puisque la charpente de ce bâtiment a été faite avec des bois d'ici. En présence, on a coupé les bois, l'ONF a martelé, avec les enfants du pays. C'est-à-dire qu'on a su faire le lien entre le passé, le présent et le futur. Et on a un bâtiment qui est vivant, c'est-à-dire l'essentiel aujourd'hui, c'est de créer de la vie. Que cherche un touriste lorsqu'il vient, un résident secondaire lorsqu'il vient? C'est effectivement, il cherche à venir vivre chez nous. Il ne vient pas dans un musée. Donc le tourisme, qu'est-ce que c'est? Que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été, qu'il y ait de la neige ou qu'il n'y en ait pas, eh bien, c'est de savoir animer et faire vivre avec nous tous ceux qui viennent nous voir. Mais c'est la même question pour cette nature là qui se brouille un peu avec le temps aujourd'hui, n'est pas avec nous. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir toutes ces zones protégées. Claude Giroux, vous avez la chance d'avoir l'un des 2 parcs nationaux, en l'occurrence parc de la Vanoise. Maintenant, il y a celui effectivement de Marseille, les Calanques qui viennent d'être protégés. Il y a aussi des parcs régionaux, celui des Bauges, qui est donc à cheval entre la Savoie et la Haute-Savoie, celui de la Chartreuse également au-dessus de Chambéry. C'est quoi? Ce sont des réserves d'Indiens ou non, il est possible de faire des choses? On ne peut bien sûr pas parler de réserve d'Indiens. Lorsque vous posez la question, il y a une idée qui me vient, celle du parc de la Vanoise, où même il y a des opérations pour ceux qui sont handicapés, pour pouvoir découvrir cette faune, cette flore, pour les jeunes, pour les moins jeunes. C'est très important et ça leur permet de comprendre qu'il faut protéger la nature, que demain, ils vont être les héritiers de cette nature et les parcs en sont l'occasion. Alors c'est finalement animé pour mieux respecter, également pour les locaux. Alors également pour les locaux, on voit ce qui se passe dans les Bauges où la nature est particulièrement protégée, où les agriculteurs se mettent en quatre pour produire des fromages de qualité, où l'équipe du parc des Bauges fait preuve d'une grande imagination pour remettre en avant la nature. Alors c'est ce qu'on va écouter dans quelques instants Christian Monteil. Plus de 200 animations gratuites, originales et ludiques pour toute la famille. D'ailleurs, dans des temps un peu brouillés comme aujourd'hui, on peut avoir une visite intéressante de ce patrimoine naturel très très fort. Il y a 86 sites qui sont répertoriés en Haute-Savoie. Vous allez le voir. Partout autour de chez vous, si vous habitez la Haute-Savoie, il y a une animation pour vous en famille. Cela s'appelle les espaces naturels sensibles. Le budget de l'environnement est proche de 20 millions d'euros. 18 millions d'euros sont consacrés à l'environnement. Et ces 18 millions d'euros vont essentiellement à l'animation, à la promotion des espaces naturels sensibles, des territoires remarquables en matière environnementale, mais également à une politique amplifiée en matière de modes doux de déplacement, de véloroute et de voies vertes. Pour 2017, nous aurons plus de 250 sites ouverts donc aux habitants, aux visiteurs, aux jeunes en particulier. Il y a tellement de choix on va feuilleter le petit bouquin, il est merveilleux ce bouquin, on ira sur le site Haute-Savoie Expérience, on va choisir, on va picorer. C'est très varié et c'est très partenarial puisque ici la LPO, Ligue de protection des oiseaux, ici la FRAPNA, là le réseau Empreinte, là le réseau Aster. N'hésitez pas, jetez-vous à l'eau, visitez cette Haute-Savoie. Le département a des territoires dont il est propriétaire sur les espaces naturels sensibles, mais la politique du département, c'est d'accompagner les collectivités locales, les intercommunalités en particulier, qui se mettent en mouvement, qui choisissent le périmètre, qui choisissent les actions, et nous les accompagnons pour la protection, la promotion de ces territoires. Ce que nous disons au département, c'est que la nature, dans cette politique-là, là où elle existe, elle doit être préservée, elle doit être respectée, elle doit être partagée. La nature, c'est aussi l'agriculture. C'est un œil particulier aux espaces agricoles, aux alpages. Ces alpages, nous les accompagnons également. Donc,
Je ne crois pas que l'organisation des territoires soit un handicap. Tous les schémas de cohérence territoriale ont tendance à contraindre le développement des secteurs urbanisés. La révision des PLU, des PLUI, maintenant intercommunaux, a tendance à resserrer les zones qui étaient destinées à la construction. Donc il y a une espèce de juste équilibre qui est en train de se trouver. Il faut que chacun y contribue. Depuis 2012, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a réalisé près de 960 animations. D'accord ? Ça permet de toucher un public quand même de 20 000 personnes. C'est très important parce que c'est des gens qui prennent conscience de la beauté et de la majesté de nos espaces naturels sensibles, mais aussi de leur fragilité. Et par conséquent sont plus vigilants sur la cohabitation de l'activité humaine et puis des milieux naturels. Je suis heureusement du canton du Mont-Blanc et de la ville de Chamonix et je travaille avec le département et avec des équipes municipales qui se sont saisies à bras le corps et ce depuis des années sur les questions de qualité de l'air parce qu'on est conscient qu'on a un territoire extrêmement riche, extrêmement fragile. On a un territoire qu'on doit léguer et protéger et faire connaître. Donc que ce soit le département à travers tout ce qui est mis en place, fonds Air Industrie, fonds Air Bois, ou les collectivités locales, transport gratuit, toutes ces mesures contribuent à la préservation de l'environnement et à la régulation de l'activité humaine en respect avec le milieu dans lequel elle s'établit. On n'est que des habitants de passage du territoire sur lequel on vit. On se doit de prendre tous les égards à son intention. Les espaces naturels sensibles, 86 sites et 200 animations à partager en Haute-Savoie. On va aller maintenant dans la Vanoise, alors les uns et les autres. Vous, Monsieur Mermillot, qui êtes de la Clusaz, dans une des plus belles vallées de Savoie-Mont-Blanc. Est-ce qu'il vous arrive parfois l'été d'aller dans d'autres vallées, voir comme elles sont jolies nos Savoies? Non, pas tellement. Je suis assez C'est un peu le casanier. drame des Savoyards. C'est Oui, tellement c'est un beau peu notre partout qu'on n'ose pas aller dans la vallée d'à côté. C'est pas qu'on n'ose pas, c'est que Et la le vie travail. fait que, oui, le travail, les occupations font que nous avons de moins en moins de temps à consacrer au déplacement et à aller visiter nos Est-ce voisins. que vous avez fait la magnifique Via Ferrata qui est chez vous lorsque l'on est au col des Aravis, par exemple? Oui, alors là, je l'ai faite, celle-là, oui. J'ai fait Magnifique, celle hein. de la Clusaz, oui. C'est quand bien même sûr. pas mal. Je l'ai faite. Alors bien sûr, il y a tout un programme d'activités exceptionnelles à ne pas rater sur cet été. Bien sûr, vous les connaissez, ces grands événements, la fête du lac, bien entendu, les fêtes des guides à Saint-Gervais et à Chamonix. Ce sont des moments aussi de ralliement autour de vrais métiers. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas du Disneyland. C'est pas du Disneyland, ce sont des journées qui sont consacrées à des gens qui font découvrir la montagne. Donc quand on va dans un espace naturel sensible, il faut faire la démarche. Eh bien, les fêtes des guides qu'il y a en Vanoise, qu'il y a Bien sûr, il y a des ici, compagnies de guides aussi. bien en sûr, Vanoise. il y en a dans nos deux départements. Eh bien, elles sont faites pour faire connaître le métier, pour rendre hommage aussi aux guides qui font découvrir, parce que découvrir la montagne avec un guide, c'est quand même autre chose que découvrir tout seul un territoire. Et puis, ça permet, il y a aussi du commerce, c'est-à-dire de donner envie à des vacanciers, à des touristes, eh bien, d'aller voir un guide et puis de lui demander quelle course il peut proposer et quelle envie il peut donner. Est-ce que vous avez déjà essayé, Jean-Marc Payex, la trottinette bodybuildée? Ça se fait à Saint-Gervais et également dans l'Albanais. C'est vraiment un point commun que vous êtes tous les deux. Dans hein. l'Albanais. Alors, c'est vrai qu'on connaît beaucoup le vélo, Vous la avez randonnée, essayé, vous, Claude etc. Giroux, la trottinette J'ai pas encore bodybuildée? essayé la trottinette, mais on pourrait peut-être aller l'essayer ensemble. Eh bien, vous invitez Parce Jean-Marc que Payex à la faire. on m'a dit donc que vous chez l'aviez pas non plus Ben essayé. non, vous pourriez Donc on va essayer à essayer la Saint-Gervais trottinette et ensemble. inviter Jean-Marc Payex Voilà. à faire la Mais- vôtre dans l'Albanais. Mais je crois que dans chaque territoire, on fait preuve d'imagination pour organiser des activités qui amènent les touristes et qui les maintiennent, par exemple s'il n'y a pas de neige, mais qui les maintiennent également l'été, car je le répète encore une fois, un tiers des nuitées en Savoie Et faites ont l'été, lieu bien sûr. l'été. Alors, c'est aussi un message aux différents tours opérateurs. C'est vrai qu'à la Clusaz, il y a l'ouverture d'un village important cet hiver. Jean-Marc Payex, plusieurs résidences sont aussi actuellement en cours de construction. Il y a MMV Vacances qui est à côté d'ici. Le Club Med qui ouvre la majeure partie de ces villages maintenant l'été et également en Tarentaise. Nous avons noté avec les services de presse des deux départements une très belle initiative de l'UCPA, qui est un resort important, qui propose un tour du Mont Blanc en e-bike. Ça, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une idée. Il y a beaucoup de choses qui vont se développer avec des moyens de locomotion qui vont être inventés. Aujourd'hui, les cycles et le vélo sont un autre moyen de découvrir. Et l'assistance électrique qui est en train d'équiper l'ensemble du parc de cycles va permettre à un public qui n'aurait jamais imaginé pouvoir faire autant de kilomètres, pouvoir faire autant de découvertes. Sur les forces des jambes, et puis voilà. Voilà, et puis bon, avec l'âge, avec la capacité sportive aussi. Et je pense qu'on est en train d'adapter notre tourisme. Et vous savez, l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter. Bien sûr. Eh bien, le tourisme doit être intelligent. Alors, on va aller en Vanoise pour voir un reportage. C'est peut-être un véritable changement. L'habitat de montagne, le refuge est en train de vivre une seconde jeunesse. Vous allez le voir, dans tous ces refuges de Vanoise, quand on randonne, on peut retrouver à moins de 2 heures de marche, parce qu'on sait que les gens ne marchent pas plus, des paysages, des gens qui vivent là. Ça s'appelle la Vanoise. On regarde ce reportage. La couleur turquoise du lac de la Sassière, les paysages glaciaires de la Vanoise, fin de l'ascension, ce groupe en prend plein les yeux. On a des images, des belles images, des paysages merveilleux. Pourtant, la balade paraissait inaccessible pour ces personnes en situation de handicap. Monter en fauteuil électrique à presque 2400 mètres, c'est vrai que c'est vraiment exceptionnel. Je ne pensais pas y arriver. Les clés de cette réussite, de l'entraide et un peu d'adaptation. Grâce à son faible dénivelé, la balade est accessible en fauteuil de ville. Mais pour ceux qui le désirent, il y a des hippocampes prêtés par le parc de la Vanoise et des joëlettes. Dernières indications pour les porteurs. Ton rôle, ça sera de tirer et de choisir le chemin pour la roue. Sachant que la roue est 1,50 m derrière toi. C'est-à-dire dans un virage, c'est comme un quart, il faut prendre large pour que la roue passe sur le bon chemin. L'ascension peut commencer. Avec quelques règles, nous sommes ici dans une réserve naturelle protégée. Les chiens doivent être tenus en laisse. Et pour cause, les marmottes s'approchent volontiers des promeneurs. Pour les bouquetins, mise en place de longues vues. Ah ouais, on voit bien là. Bah, c'est un mâle, hein, il a des grandes cornes. Tout au long du parcours, le groupe va bénéficier d'aménagements spécifiques, du refuge aux passerelles mises en place par le parc avec le soutien de la GMF pour les passages plus périlleux. C'est des passerelles qui ont été installées de manière spécifique sur deux passages qui sont un petit peu délicats et donc qui permettent aux geôlettes et aux fauteuils de passer, de franchir les talwegs de manière plus facile et plus confortable. Pour le reste, c'est surtout l'entraide avec les valides, comme Jocelyne, dont c'est la toute première sortie. C'est à la portée de tout le monde, c'est vraiment super. Je suis très contente de pouvoir participer, apporter mes bras là. Une première qui pourra être renouvelée. Chaque année, plusieurs balades sont organisées par le parc, au Vallon de l'Orgère ou ici, dans la réserve naturelle de la Grande Sassière. Une cinquantaine de personnes en situation de handicap moteur, visuel ou mental profitent ainsi des joies de la montagne. Ah, la Vanoise, c'est absolument magnifique. Il y a encore ces refuges et c'est aussi grâce à l'aide des départements que vous les maintenez en état. Alors, il y a eu une politique de réhabilitation de l'ensemble des refuges et c'est très très important parce que dans ces refuges, on trouve des services, les familles peuvent trouver des moments de tranquillité, de découverte et tous ces refuges réhabilités ont amené des nouveaux touristes qui faisaient de la randonnée journalière mais qui maintenant profitent de la possibilité d'avoir l'hébergement. Car en matière d'hébergement, une politique importante a été menée d'une manière générale en direction des hôtels, des meublés, des gîtes, mais la politique des refuges est parfaitement venue compléter. Même chose pour l'habitat, les gîtes en montagne, lorsqu'il y a des habitants, je pense à Madame Donzel chez vous, qui fait montrer sa ferme, qui a aussi une possibilité de restauration sur place. C'est parce qu'il y a des habitants et des paysans que l'on a un habitat et aussi des prestations de meilleure qualité. Eh bien, les agriculteurs ont compris qu'il fallait diversifier leurs activités et qu'il fallait profiter de cet avantage et de cette manne qui s'appelle le tourisme pour pouvoir développer d'autres activités liées à leur profession. Donc c'est très bien pour eux et je pense que c'est de bonne augure pour l'avenir. Jean-Marc Payec, ce 7 juillet,
Le Grand Hôtel du Montanvert fait peau neuve, une idée en tout cas à 2000 mètres d'altitude d'y implanter un hôtel, peut-être étoilé un jour, on verra bien, mais en tout cas de montrer qu'il est possible d'avoir un habitat de montagne de qualité. Est-ce qu'il y a là quelque chose à suivre? Parce que dans les autres Alpes, en dehors de la France, le certain confort, disons-le carrément, le luxe, n'est pas incompatible avec l'hébergement de montagne. Alors, oui, bien sûr. Aujourd'hui, il faut coller à la demande de la clientèle et à notre envie à tous au quotidien d'avoir un certain confort. L'alpiniste n'aura l'exception que pour quelques jours, pour 1 ou 2 jours. Quand on fait le Mont Blanc, on dort 1 jour en refuge ou 2 jours, mais c'est un maximum. À Chamonix, il y a un site d'exception qui est le site de la mer de glace avec le Montanvert, le train du Montanvert qui appartient donc au département de la Haute-Savoie. On est encore dans l'urbain, c'est-à-dire qu'on peut monter à l'hôtel du Montanvert. Mais quelle est la limite à ne pas franchir? La limite à ne pas franchir, c'est peut-être de ne pas réitérer l'erreur qui a été faite ici à Saint-Gervais au refuge du Goûter et à penser qu'il faille faire des refuges ultramodernes à 3800 mètres inaccessibles. Je crois qu'il faut qu'on accepte tous de faire des erreurs pour faire avancer les choses, et ça en est une, le refuge du Goûter. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire, mais je pense qu'on aurait pu effectivement s'en passer, parce que quand on va faire une course de haute montagne, c'est la différence entre la montagne accessible par tous et en fait l'alpinisme. Où s'arrête la moyenne montagne? Eh bien là où il n'y a pas de difficulté particulière et où une famille peut y aller en toute sécurité, que ce soit avec un train ou que ce soit, comme à Tête-Rousse ici à Saint-Gervais, en marchant dans des sentiers. Donc au-delà de ça, on est dans la haute montagne, on est dans l'exception et donc on n'est pas dans la recherche du confort urbain. On est dans la recherche d'un certain dépassement de soi, d'une certaine du sport. Et, non pas, autre chose. Et non pas dans le 3 étoiles. On va parler étoiles. de culture dans quelques instants. On va accueillir Philippe Verinas, mais il y a quand même un événement dont on aimerait parler tous ensemble. C'est le vélo. La chance d'avoir des routes extraordinaires. Le passage du col des Aravis. Cette arrivée incroyable l'an dernier à Saint-Gervais au plateau du Bétet qui nous surplombe ici. Et j'ai observé également chez vous en Savoie que les hôteliers du village, quels que soient les villages de Savoie-Mont-Blanc, commencent à organiser des services. On nettoie le vélo, on vous nettoie peut-être aussi vos vêtements pour que vous continuiez à faire votre tour. Et ça, c'est en train de tout changer. Alors, on le voit à tous les niveaux d'hébergement, que ce soit dans des petits villages ou dans des stations plus importantes. Le département a organisé, a aménagé des sentiers vélos qui sont très importants, des circuits. Et aujourd'hui, sur place, s'installent bien sûr des professionnels de l'hébergement, mais aussi des particuliers qui louent des vélos, qui les réparent et qui apportent tous les services à cette clientèle. Les services. On vous remercie vraiment, Monsieur Mermeillot, d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à aller voir cette maison. On redonne l'adresse pour voir cette maison que vous avez fait. C'est le hameau des Alpes à la Clusaz. Donc cette année, ça sera peut-être un petit peu compliqué d'y accéder puisqu'en raison des travaux du Cré du Merle, on doit prendre la route du col des Aravis, mais c'est fléché et les gens le trouveront très facilement. Deuxième partie du Grand 8, je vous laisse retrouver l'intérieur, boire un café. Nous, on est dehors, on est très bien. Et je vais accueillir Philippe Verinas qui dirige le projet culturel de la Savoie. Auparavant, vous allez voir, la saison culturelle dans les sites départementaux, elle est riche, elle est très plurielle. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Nous lançons la saison culturelle de l'été 2017. Nous la lançons sur 3 sites prestigieux, la Chartreuse de Mélan, le plateau des Glières et le château de Clermont. L'accessibilité, c'est pour nous quelque chose de très important. Alors le prix, quand nous avons une soirée opéra qui est projetée, c'est une soirée qui a tarification 0. On a pour aller à Clermont 3 navettes qui sont mises en œuvre à chaque spectacle, c'est 1 € la navette. Donc c'est vraiment permettre un accès facile.
on a envie de partager plein de choses, de profiter de la vie et d'inviter nos habitants et nos visiteurs à découvrir tout ça. Bienvenue dans ce Grand 8, bienvenue à Saint-Gervais. Nous allons bien vous donner plein d'événements, de choses à voir. Si vous êtes en vacances, si vous habitez ici, n'hésitez pas, tendez l'oreille, vous allez apprendre plein de choses. Merci à Philippe Vérinas d'être avec nous, directeur du développement artistique et culturel du département de la Savoie. On va vous prendre, Philippe, tout à l'heure pour vous amener voir le parking de Saint-Gervais. À votre avis, pourquoi ? Je n'en ai aucune idée, j'ai honte, mais je n'en ai aucune idée. Alors, je vous présente Jean-Marc Payex, qui est maire et conseiller départemental de Saint-Gervais. Ça a vraiment été l'événement dont tout le monde a parlé ce printemps. Parfois, il y avait un sourire narquois en disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire dans un parking ?» Et franchement, depuis quelques jours, tout le monde le dit « Mais quelle idée !» Alors, racontez à Philippe Vérinas ce qui s'est passé. Alors c'est une histoire de vie, c'est-à-dire une histoire de rencontre. Dans la vie, on fait des belles choses quand on rencontre des gens comme ça, par inadvertance. C'est un projet en fait d'art contemporain et d'art urbain. Et l'idée a été de confier ce parking, après une longue histoire, mais de confier les 11 niveaux et la façade de ce parking à des artistes d'art urbain que l'on a connu à une certaine époque. On disait que c'était du graffiti, maintenant c'est réellement de l'art urbain. Et ce projet a consisté à transformer les 11 demi-niveaux en 11 œuvres d'art. Et aujourd'hui, les voitures, 232 voitures, se garent dans un musée. Et ce sont des artistes qui sont venus du monde entier, puisqu'il y en a un qui est venu d'Argentine, d'autres d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de France. Et la particularité, l'art urbain d'habitude, c'est l'art caché, c'est l'art qu'on combat, on n'aime pas trop les graffitis en général. Et Claude Giroux, vous êtes garé dans le parking, donc vous avez vu. Alors, on a vu en plus qu'il était très fréquenté et c'est réellement une réussite à Saint-Gervais. On a été surpris, on a l'impression, c'est vrai, de rentrer un peu dans un musée, de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas et on peut que féliciter. Et alors, le nombre de niveaux est impressionnant, monsieur le maire et chers collègues. Et ce qui est complètement fou, et c'est peut-être une des grandes tendances de l'art en général dans nos pays de Savoie, c'est surprendre, Philippe Vérinas. Parce que bien sûr, derrière chacun des bâtiments modernes ou évidemment beaucoup moins récents comme cette maison de haute tour, l'idée était toujours de rajouter une autre activité culturelle pour mélanger les publics. C'est un peu ça la philosophie de base. C'est exactement ça. Alors je ne sais pas si c'est une philosophie de base, en tout cas comme vous le soulignez pertinemment, c'est une philosophie tout court aujourd'hui. Et comme l'a fait excellemment monsieur le maire de Saint-Gervais et d'autres, effectivement, en croisant les arts, en croisant patrimoine et art effectivement au pluriel, on a un kaléidoscope qui est tout à fait remarquable. Et il y a une créativité, et c'est pas pour, encore une fois, enjoliver la situation Savoie-Mont-Blanc. J'ai un œil de quelqu'un qui vit ici depuis 22 ans et qui s'en réjouit, mais j'ai encore un œil effectivement extérieur, et à double titre, c'est peut-être pas si mal. Effectivement, on se réjouit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque saison, d'avoir une telle diversité artistique dans les lieux de patrimoine des Pays de Savoie et au niveau des artistes qui sont accueillis ici. Il y a un vrai creuset, tant au niveau du patrimoine que du spectacle vivant. Alors bien sûr, on ne peut pas parler d'été sans parler de festival. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, et notamment un zoom sur ce festival entre lac et montagne. On regarde ces images de la conférence de presse avec énormément de choses qui vont s'y passer. Le collectif Festival entre lac et montagne tenait sa conférence de presse de lancement de la saison 2017 au Conseil départemental de la Savoie. La collectivité savoyarde étant un des principaux partenaires de ces 5 festivals aujourd'hui réunis dans ce collectif et qui rayonne sur le territoire avec plus de 80 dates chaque année et quelques 25 000 spectateurs de mai à octobre. Il faut dire que la Savoie est une terre de culture et de patrimoine qui accueille un grand nombre de touristes et soutient une trentaine de festivals chaque année. Et nous avons choisi d'accompagner plus particulièrement un certain nombre de festivals à rayonnement départemental, régional, avec un certain nombre de clauses à respecter. Et il se trouve que les 5 festivals entre lac et montagne présentent ces caractéristiques. Diffuser la musique dans des lieux soit patrimoniaux, soit en pleine nature, et qui correspondent à la fois au goût des Savoyards pour la musique
et puis également à l'attractivité de notre territoire. Ce temps avec la presse était l'occasion de présenter la diversité des programmations artistiques proposées par les festivals, mais aussi d'insister sur la dynamique de collaboration que ces acteurs ont créée avec ce collectif Festival entre lacs et montagnes. L'idée, oui, c'est de se regrouper puis de valoriser un petit peu notre travail, nos territoires aussi, parce que tous les festivals sont vraiment ancrés sur des territoires et je pense que c'est une des spécificités qu'on a tous à cœur de défendre et qu'on essaye de mettre en avant. C'est aussi un moyen, je pense, de partager nos compétences, aussi de peser quelque part sur le paysage culturel local, sans faire de lobbying particulier, mais montrer l'existence d'un réseau comme ça, avec 5 gros festivals, ça permet quand même d'avoir une visibilité au niveau du territoire qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus forte. Il nous a paru important de formaliser un petit peu des attitudes de travail qu'on avait déjà prises précédemment, puisqu'on est tous un petit peu dans la recherche de l'excellence artistique, de la carte blanche qu'on peut donner à de jeunes équipes professionnelles, régionales et européennes même. On soutient activement la création et c'est vrai qu'en plus on s'est aperçu que chronologiquement on se succédait, donc on trouvait intéressant de proposer au public savoyard régional une grande saison musicale qui commence au mois de mai et qui se termine au mois d'octobre. Le premier rendez-vous de l'année est le festival Les Voix du Prieuré du 4 au 21 mai. Et à noter qu'une carte passe vous est proposée pour accéder à prix réduit à l'ensemble des dates. Pour plus d'informations, rendez-vous sur festivalentreLacsEtMontagnes.fr. Voilà, ce festival qui va effectivement égayer vos journées et surtout vos nuits d'été, évidemment. Alors, il y a un point commun entre la Savoie et la Haute-Savoie, c'est l'art baroque. Philippe Vérinas, bien sûr, cette mise en avant de ce patrimoine baroque a été un élément important pour la Savoie. Alors c'est un élément très important, même si je suis ravi, Alexis Olivier, ça fait 2 fois que vous me faites le coup, il y a 3 ans déjà. Ouais. J'ai toujours plaisir à venir dans vos émissions et vous m'avez fait le coup du baroque. Alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler en Pays de Savoie. Ou alors vous avez une idée à la tête. Oui, j'ai une idée à la tête. C'est Jean-Marc Peillac qui va vous parler de la réhabilitation de 2 églises baroques qui ont eu un financement croisé avec plusieurs institutions, celle de Saint-Nicolas, et c'est une véritable merveille. Elle a été inaugurée il y a à peine 3 mois. C'est celle de Saint-Gervais qui est juste à côté de vous. Oui, tout à fait. On a dans nos communes de Savoie et de Haute-Savoie, on a effectivement une richesse et une richesse d'art baroque, mais d'art baroque différent. C'est-à-dire que nous, sur notre commune à Saint-Gervais, on a 2 églises baroques, mais qui sont, je ne vais pas dire la thèse et l'antithèse, mais l'une est l'une très blanche, l'autre elle est très opulente. Voilà, c'est vraiment le baroque pas délirant, mais le baroque vraiment dans toutes ses expressions, alors que celle qu'on vient de réhabiliter à Saint-Gervais grâce à l'Europe, au département, à la Fondation du patrimoine et à bien d'autres, eh bien c'est un baroque beaucoup plus simple, c'est une écriture beaucoup plus simple que celle de Saint-Nicolas. À côté de ça, il ne faut pas oublier, parce que ça, ce sont les églises qu'on a en Savoie et en Haute-Savoie, mais on a aussi toute une richesse de chapelles, et c'est quelque chose d'assez impressionnant. On a des chemins qui nous mènent dans ces 2 départements sur des richesses qui sont moins imposantes que nos églises, mais tout aussi intéressantes. Il y a des festivals, 26e festival baroque de Tarentaise à ne pas rater du 1er au 12 août. Il y a également celui de Valloire avec une église absolument magnifique. Bien sûr, à Saint-Nicolas-de-Véros, le festival de musique classique, c'est début août. Et c'est vrai que ces églises baroques, pour y faire ou y jouer de la musique classique, c'est un endroit absolument extraordinaire. Exactement. Lorsque l'on parle, et ça c'est vrai qu'on a cette chance de l'avoir en plus dans ce patrimoine. Bien sûr, les estivales du château. Bien sûr, les estivales ex du château, désormais en Savoie. Et puis, je suis d'autant plus ravi de vous voir vous m'aviez invité en 2003. C'était la première édition. Il faisait très très chaud dans vos studios, mais c'est un magnifique souvenir. Alors, je vais juste en 30 secondes, parce qu'en dehors de mes bêtises, je vais répondre sur le baroque. Claude Giroux le ferait bien mieux que moi. Vous avez effectivement les chemins du baroque qui ont été relancés à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville. La façade baroque, et je fais un lien direct avec les estivales flamboyantes de la Sainte-Chapelle du Château des Ducs, qui nous sert de fond de scène. Absolument. Voilà. Et puis, les nouveaux chemins du baroque qui sont portés, même si encore une fois il ne m'appartient pas du tout de l'évoquer, par la FACIM. Mais je l'évoque parce que nous avons une collaboration étroite avec la FACIM pour effectivement, comme vous le soulignez, apporter, si j'ose dire, de la musique
un peu décalé, dois-je dire, dans ces chapelles baroques. On aimerait vraiment saluer aussi tous les guides du patrimoine qui connaissent parfaitement cet itinéraire et qui vous baladent comme ça. Il y en a à Saint-Gervais, il y en a évidemment en Savoie et la FACIM. Moi, j'ai un souhait un jour que la FACIM existe dans les 2 départements, ça serait formidable. Enfin bon, ça c'est encore une autre C'est un peu le cas quand même. C'est un peu il y a le cas les rencontres quand même. littéraires là. Oui, mais ça serait bien que ça y ait encore plus loin. Et pourquoi pas les estivales en Savoie-Mont-Blanc. Je parle devant Claude Giroux. Il y a une de ses consoeurs qui a émis l'idée, voilà. Et bon, c'est pas, je me permets comme ça, c'est très spontané, même si j'ai absolument pas autorité pour lancer ce genre de proposition. Alors les estivales, on en dit 2 mots, Alexis. Mais oui. Bon, allez, c'est parti. 15e édition. Voilà. Sous un soleil radieux, non je plaisante. La première était... Oui, je crois que tout le monde est parti en courant hier soir. Oh, pas tout à fait en courant, hier soir... il a fait très beau, il y a quelquefois des orages, c'est pas grave. Oui, c'est exactement ça. Mais en tout cas, sans forfanterie, pour remercier le département de la Savoie de sa confiance, l'Assemblée départementale de cette couverture de scène qui nous permet de maintenir les spectacles. Et comme le souligne Claude Giroux, par contre, effectivement, après, il y a la bravoure du public, même si cette manifestation a été confirmée gratuite par le département. Donc c'est 11 concerts cette année. C'est tout pour la musique, effectivement. C'est un peu différent de ce qu'on a fait pendant pas mal d'années, vous le savez, au niveau de la diversité artistique. J'entends par là le théâtre, l'opéra, la danse aussi, beaucoup de dates de danse. Il y a quand même je dirais une constante, bien sûr, qui est la diversité, qu'elle soit multigenre, pluridisciplinaire ou intragenre, si j'ose dire, pour la musique cette année. Et on a une autre constante qui sont des exclusivités nationales ou internationales, et puis bien sûr le soutien aux artistes savoyards et régionaux. Il y a 2 groupes lyonnais cette année, on fait une entorse à l'amour qu'on porte à Savoie-Mont-Blanc, et puis il y a un groupe savoyard très connu qui est Couleur Café, qui revient pour la 4e fois aux estivales. Et sinon, il y a Dire Straits, Legacy, il y a Peter Chincotti, il y a Slimane, il y avait Candy Dulfer, Electro Deluxe, plein de gens. La question de la gratuité revient toujours lorsque l'on crée un festival. Oui, difficile à garder. Fatalement, pour une raison très simple. Je comprends très bien que pour nos élus, et puis modestement, si j'ose dire, pour le modeste directeur que je suis, c'est difficile de faire l'inverse de ce qu'on a initié. C'est-à-dire que revenir sur la gratuité, c'est un geste fort. Sûrement de nos jours d'ailleurs. Et en même temps, c'est très connoté. C'est-à-dire que les mêmes spectacles que les spectateurs paieront 50, 90 € ailleurs, finalement, ils sont un peu surpris de savoir que c'est gratuit. Pour la première de cette édition 2017, nous avions des gens qui venaient du Havre, de Paris, de Genève, de Marseille, c'est quand même pas mal. Donc après, si vous voulez, ça peut un peu, pas déclasser, mais la gratuité, alors que c'est exactement le même artiste. Jean-Marc Peyex, même chose. Il y a plein de choses à Saint-Gervais cet été. La gratuité est quand même une idée que vous avez lancée depuis un certain temps pour promouvoir des jeunes talents. Ça a été les Indédicables, c'est aussi Musique en Stock à Cluse, avec là aussi un programme important à Saint-Gervais cet été. Alors gratuit ou pas gratuit? Non payant. Parce que gratuit, ça ne veut rien dire. C'est un effort de la collectivité et je pense que c'est à saluer dans nos départements. On est proche des associations et proche justement de tous ces événements pour permettre au plus grand nombre d'y accéder, non pas de réserver cela à un microcosme et à un public d'habitués. Donc le fait de rendre non payant ces événements, c'est aussi permettre une ouverture et avoir une ouverture d'esprit pour permettre au plus grand nombre qui doit se rendre compte quand même que c'est la collectivité, c'est l'ensemble des contribuables qui font cet effort et je crois que c'est aussi à noter. On a la chance d'avoir en Savoie-Mont-Blanc des arts de rue formidables. Les compagnies, vous les connaissez, La Toupine, Manzoni, évidemment au Grand Bornand. C'est ce grand rendez-vous qu'on adore. Moi, j'adore vraiment aller chaque année voir tous ces enfants au Bonheur des Mômes. C'est aussi l'occasion de montrer que l'on peut fixer des artistes en résidence. Et la même chose, saviez-vous, Philippe Verinas, qu'il y a une résidence d'artistes ici ? Je l'ai deviné, mais je ne le savais pas. Alors Jean-Marc Peyex, expliquez-nous ce qu'il y a dans cette... C'est très modeste. Hein. On a décidé de faire 2 parties dans cette maison de haute tour et justement d'avoir des artistes en résidence et d'avoir des artistes qui sont d'origine et d'art différents. On a aussi bien des écrivains que des photographes, que des sculpteurs. Et alors c'est très modeste, hein, mais c'est une maison vivante. L'idée quand même, c'est qu'on arrive à faire que la culture, ce qu'on appelle la culture, le partage de ces connaissances, de ces belles choses, eh bien, puisse justement être dans des lieux qui vivent et non pas dans des lieux confinés et qui ne sont que destinés à ça. Claude Giroux.
Oui, moi je crois qu'il est évident qu'ils soient artistes ou autres, lorsque les hommes et les femmes viennent découvrir nos savoirs, beaucoup ont envie de s'y installer. Et c'est un des éléments de la croissance démographique que nous vivons. Ceux qui viennent en vacances cherchent ensuite du travail sur place et on voit un développement de toutes les activités grâce à la qualité de notre environnement, grâce à la qualité des lacs, des montagnes et de nos stations thermales. Vous êtes de l'Albanais, donc vous n'êtes pas loin du tout du château de Clermont. Est-ce que vous le connaissez, ce Bien château? sûr, on connaît le château de Clermont avec ses nombreuses activités, Alors cet conférences. été, je vous dis pas, là ça commençait le 17 tout juin l'été. jusqu'au 28 août, il y a des spectacles tout le temps. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller assister à un spectacle là-bas? Alors, les spectacles là-bas sont merveilleux, d'autant plus que ceux qui ont des moyens modestes peuvent profiter d'un départ en car à 1 € de Oh, vous avez bien travaillé, vous, hein, oh. ou d'Annecy. Et ça, c'est important parce que c'est ouvert au plus grand nombre. On l'a souligné tout à l'heure, les estivales du château à Chambéry, le terme gratuit, moi je le conserve, ce terme Festival gratuit. de Savoie. Parce Vous qu'il en prendre tout à l'heure, mais c'est en Savoie maintenant. ça permet à beaucoup de jeunes de découvrir la culture, la musique, le jazz et d'autres activités culturelles. C'est important et moi je suis toujours favorable au maintien de cette gratuité. Ces activités ne doivent pas être réservées à une élite. Philippe Vérinas, vous étiez venu à la Chartreuse de Mélan, vous vous souvenez? Oui, je me souviens C'était très, beau. très bien, c'est magnifique. On y fait aussi de la culture, on y fait aussi, en l'occurrence, des spectacles. Il y a 7 spectacles qui sont proposés. J'aimerais également que l'on parle de ce qui se passe dans l'avant-pays savoyard, Philippe Vérinas. L'avant-pays savoyard, effectivement, c'est vraiment les nuits d'été. Et il se passe beaucoup de choses. Beaucoup d'acteurs se rassemblent pour proposer des parcours artistiques que le département de la Savoie soutient. D'autres sont soutenus par le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et là, il y a un virage qui est pris cette année avec les nuits d'été, puisque Julien Boutin a décidé de passer la main en tant que directeur artistique. C'est Cyril Colombier, avec une équipe renouvelée, qui prend la main. Mais ce festival qui existe depuis 2001 va garder son originalité, sa spécificité. Et encore une fois, puisque ça vient d'être souligné par messieurs Pellex et Giroud, cet accès au non-happy few, pour bien parler patois, bien sûr, Oui, à celles que et tout le ceux monde qui soit n'ont pas les l'accès, si bienvenus. vous voulez, classique et automatique aux arts en général. Je vous taquinais tous les deux, savoir si vous connaissiez la Haute-Savoie, vu que vous êtes plutôt globalement en Savoie. Jean-Marc Pellex, même chose, vous êtes venu lors d'une dernière émission dans un très bel endroit savoyard qui s'appelle effectivement l'abbaye de Hautecombe. Vous vous souvenez un petit peu? Tout à fait. Qu'est-ce oui, qu'on y c'est- fait actuellement à l'abbaye d'Hautecombe? Ah ça, je vais le découvrir. Bah si vous le savez. Une C'est les 600 ans exposition. de quoi? Chut, chut, chut. Les 600 ans de quoi? Je sais pas. Du duché de Savoie. Ah d'accord. Et oui, avec une exposition. Magnifique. Une exposition Claude. permanente qui a un très très grand succès. On y va en voiture, en bateau, en car ou autre, mais on peut apprécier cette exposition. Mais alors, il y a quand même quelque chose qui me taquine, c'est le coup Oula. de la trottinette de tout à l'heure. Car il va En falloir qu'on trottinette, aille faire de la trottinette tous les deux. Si vous voulez. Mais il y a quand même beaucoup d'activités culturelles en Savoie. Mais il y a aussi des découvertes en matière d'activités sportives. Bien sûr. Et je pense au stage d'apnée à Annecy. Oui, Vous y oui, avez oui, participé ou Alors, pas? je ne l'ai pas fait. Mais on Certains pourrait aller faire de la habitent Mont-Blanc. trottinette et un stage d'apnée tous les Et deux. même sur le lac à Tignes, où il y a aussi des stages d'apnée, donc dans ce lac absolument extraordinaire du Val-Claret. On va quand même un tout petit peu parler de sport, parce que c'est aussi des territoires fantastiques. L'an dernier, on a eu beaucoup de chance avec le Tour de France qui a vraiment auguré et vraiment mis en avant tous nos territoires de Savoie-Mont-Blanc. Là, il y a d'autres événements très forts. Mais un dont on ne peut pas ne pas parler, c'est l'Ultra Trail, l'UTMB, c'est fin août. Quelle est la meilleure façon de le vivre, cet événement qui est presque trop gros maintenant? Alors c'est la vraie question. Quelle est la dimension et quelle est la barrière et comment on ne devient pas, comment on fait pas des fuites en avant tous les jours. Je crois que les événements vont se tuer eux-mêmes parce qu'ils ne vont pas savoir mettre leurs limites. Et aujourd'hui, on peut faire du sport, mais sans vouloir toujours faire plus, sans vouloir toujours prouver, sans vouloir toujours écraser. Aujourd'hui, nous, on passe un message à Saint-Gervais, en Savoie, en Haute-Savoie, par exemple, que la montagne, c'est un endroit qui se respecte. Ce n'est pas un territoire urbain, ce n'est pas un parc d'attractions. Et c'est la même chose pour la culture. Parfois, il y a certains événements qui sont devenus très gros
en France, de rock, de pop, etc. Alors que peut-être que c'est la diversité de la programmation qui permet à un festival de s'enraciner dans le temps. Qu'en pensez-vous, Philippe Bérinas ? Oui, je crois que c'est une réponse, je ne peux pas vous faire, je vais vous faire une réponse un peu bateau, vous le savez mieux que moi, il y a différentes raisons qui font qu'un festival s'ancre quelque part. On parlait des nuits d'été à l'instant, il y a une grande diversité, une grande originalité d'aller jouer à 8h du matin, notamment pour des agriculteurs qui reviennent déjà du travail et qui n'ont pas du tout a priori, je dirais, l'accès aisé pour tout un tas de raisons. Et c'est une excellente chose. Musilac, rien à voir. Vous le soulignez, parmi les 10-15 festivals pop-rock de France, le plus gros de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus gros, voilà, aujourd'hui, les estivales du Château en Savoie, c'est encore autre chose. L'ADN, c'est le château. Nous sommes également allés dans les territoires, etc. Vous soulignez tout à l'heure les festivals dans les chapelles baroques, qui ont leur spécificité dans ces dites chapelles-là. Il faut de toute façon beaucoup de pugnacité. Déjà, des organisateurs, il faut aussi sûrement un peu de talent et puis il faut de la chance également. C'est la conclusion de cette émission. Il y a énormément de personnes qui regardent cette émission et qui nous disent « Oh là là, mais moi aussi j'ai une très bonne idée, j'aimerais bien avoir l'aide du département, de montrer mon action culturelle ». Tous les trois, vous les connaissez ces personnes-là, qui ont des idées, qui créent des idées pour l'été et pour l'hiver. Quels conseils vous pourriez donner à ces personnes qui sont là en train de créer une activité peut-être pour l'hiver prochain, pour l'été prochain? C'est quoi? C'est d'être original, c'est de coller au territoire. Qu'est-ce qui pourrait faire que, allez, on va aider celui-là plutôt qu'un autre? Vous êtes submergé de dossiers, de demandes, pour dire les choses clairement. Moi, je répondrais simplement qu'à chaque collectivité correspond un niveau. C'est-à-dire que si c'est un événement qui ne concerne qu'une commune, eh bien c'est à la commune de décider et d'aider. Si c'est intercommunal, à l'intercommunalité. Et si ça a une dimension supérieure au département, ben, le département est présent. Et je crois que c'est un peu la règle du jeu. Mais la première des choses, c'est aide-toi. Le ciel t'aidera. Les collectivités ne sont pas plus la providence. Des financiers obligatoires. Ils sont des accompagnateurs, ils sont des favorisateurs, mais nous ne sommes pas les propriétaires de 90% du capital de la manifestation. Alors moi, je leur dis personnellement, regroupez une vingtaine de personnes de votre commune, très diversifiées, présentez votre projet, et si ces personnes répondent le plus largement que ce projet est intéressant, très légitimement, et bien à ce moment-là, on le présentera au département ou éventuellement à la commune ou à la région pour l'accompagner. Et puis moi, j'ai toujours la région Auvergne-Rhône-Alpes et les départements se mettent d'accord aussi pour éviter les doublons. Moi, j'ai toujours été très favorable aux expérimentations. Expérimentation qui permettent... Ça veut dire coller au local. Voilà, et qui permettent une année de tenter une expérience sur un festival. S'il marche, on continue. Et le département appuie. Si ce festival n'a pas de succès, eh bien, on cherche une autre imagination. Philippe Bérinas, c'est vrai que lorsque l'on crée un festival payant, c'est facile, il y a une jauge, elle est remplie, pas remplie, on reconduit, c'est une question financière. Oui. Là, très clairement, tous ces groupes, tous ces musiciens, tous ces artistes que l'on a, vous descendez dans Saint-Gervais, il y en a 4 là, rien que ici, et vous en avez partout en Savoie. Comment peut-on dire je prends pas? C'est très difficile, parce qu'il y a une part subjective énorme. Si je me fie à ma propre expérience, si vous voulez, je réagis au feeling, j'ai pas je vais essayer de... Bon, c'est une question de passion, c'est stupide à rappeler, et c'est le fait de penser aux autres. Je crois qu'une des questions de l'échec en matière artistique, c'est de se regarder le nombril et de penser à soi. C'est formidable, il faut se faire plaisir. Si on ne se fait pas plaisir dans le domaine artistique, c'est pas la peine. Mais il faut essayer de songer à ce que vont ressentir les autres, avec un seul mot qui est l'émotion. Donc après, si vous voulez, sincèrement, c'est l'émotion et le feeling. Voilà. Merci beaucoup Philippe Bérinas, il y a beaucoup de festivals, les fondus du Macadam à Thonon-les-Bains, c'est un énorme kiff pour dire vrai, du 8 au 12 août et également, on l'a dit tout à l'heure, le festival des nuits d'été, pour moi aussi c'est une véritable découverte en l'avant pays savoyard. Merci beaucoup à vous, j'étais très heureux de présenter ce Grand 8 depuis Saint-Gervais, c'est mon dernier, je suis très heureux de le faire ici dans ce village de Saint-Gervais. Merci à vous tous et puis bonne suite au département, de bonnes histoires. Parce qu'on est bien ici. Réalisation Christophe Flamand, François Pirot. À bientôt.